Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais dans ce premier enregistrement inaugurer une série d'enregistrements et de vidéos relatifs au lien entre la pensée critique, qui est l'objet de notre cours, et d'autre part des événements de l'actualité immédiate. Comme vous le savez, ce cours a été élaboré et il est donc antérieur dans son élaboration à ce que vous vivez dans l'immédiat quand vous le suivez. Et donc il est intéressant, dans la mesure où il y a des liens entre les événements de l'actualité contemporaine et la question de la pensée critique, il est intéressant de faire des liens. Vous êtes confronté à des mouvements ou à des événements qui vous préoccupent, qui vous mobilisent, qui vous indignent, qui suscitent chez vous de l'espoir, que vous essayez de comprendre. Et il est intéressant de pouvoir utiliser les instruments donnés par le cours pour essayer d'un petit peu comprendre ces événements, encore une fois, dans la mesure où ils concernent la pensée critique. J'ai commencé aujourd'hui par la question des Gilets jaunes, dont on parle tout le temps, peut-être trop. Vous savez que c'est un mouvement qui émane de ce que l'on appelle les classes moyennes inférieures. Ce n'est pas simplement un phénomène français, ce phénomène social-là. Ces classes moyennes inférieures qui ont des difficultés à boucler leur fin de mois, qui vivent souvent à la périphérie des villes, qui ont besoin de leur voiture pour agir, pour travailler, pour aller chercher les enfants, qui doivent souvent faire de longues distances et qui donc sont très affectés, alors qu'ils ont des difficultés à finir le mois, quand on augmente le prix de l'essence parce que on veut, pour d'excellentes raisons, taxer l'essence dans des buts écologiques. Vous savez que c'est ça qui a déclenché le mouvement en novembre 2018, donc de l'année dernière, et c'est devenu rapidement beaucoup plus large. C'est-à-dire que, en fait, ce sont des gens qui se définissent et qui sont définis comme les oubliés. Et c'est-à-dire des gens dont on ne tenait pas compte. Des gens qui se vivent comme étant les perdants du grand mouvement contemporain de la mondialisation, des échanges, de la finance, du numérique, qui peut avoir des effets positifs pour une part de la population. Il y a des tas d'études là-dessus, mais enfin pour eux, ils ont l'impression que ça ne produit pas des bénéfices. Et donc ils vivent dans des endroits où il y a peu de services publics, et donc ils payent des impôts. Il pourrait, en tant que citoyen, il devrait, en tant que citoyen, accepter de payer des impôts parce qu'il faut bien pouvoir subventionner l'action de l'État quand c'est une action légitime. Ben, ils ont l'impression que c'est toujours sur eux que ça tombe, qu'ils payent beaucoup, qu'ils n'en voient pas vraiment le résultat en termes de services publics, de services de l'État. Ils s'aperçoivent qu'on a supprimé à moitié l'impôt de solidarité sur la fortune, donc pour les plus riches, et tout ça, quelles que soient les raisons, crée chez eux un sentiment de grand malaise. Et puis, comme tous les mouvements historiques, ça démarre d'une façon très imprévue. Les gens vont sur les ronds-points, ce ne sont pas en général des lieux de rassemblement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à partir de ce moment-là, grâce aux réseaux sociaux, essentiellement à Facebook, ils se réunissent, ils communiquent. Ils commencent au départ à bloquer les routes, à s'installer au péage, à filtrer, à se faire voir. Ils manifestent, et puis de plus en plus régulièrement, tous les samedis, ils manifestent. C'est le 12e acte qui a eu lieu, je pense, samedi dernier. Et le mouvement prend de l'ampleur. Et c'est un mouvement qui est difficilement compréhensible dans les catégories traditionnelles. C'est pas un mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier, vous le savez, était un mouvement structuré par les partis, par les syndicats. C'était un mouvement collectif. Les ouvriers avaient l'habitude des grèves, des manifestations, des combats de classe. Ici, il s'agit de gens qui, en général, ne se rencontrent pas, qui vivaient plutôt dans la solitude. Et en fait, il y a là quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'à un certain moment, ces gens-là émergent dans la politique. Et pour émerger dans la politique, c'est-à-dire qu'ils font des revendications, ils ne demandent plus de démocratie, ils demandent une modification de la fiscalité, tous des problèmes qui sont des problèmes politiques. Et ils s'en occupent, ils s'en préoccupent. Ils ne se contentent pas de râler,
Ils râlent, bien sûr, ils sont en colère, mais ils agissent. Et c'est à ce moment-là que c'est intéressant, et à ce moment-là que la question de la pensée critique émerge. Parce que, vous l'avez vu, le pouvoir a réagi de différentes manières. Il a lâché du lest, il a annulé la taxe, il a augmenté le salaire minimal, enfin tout un ensemble de revendications, alors qui ont été considérées par certains comme satisfaisantes et comme, par d'autres comme, au contraire, n'étant que des miettes. Et le pouvoir a surtout instauré une sorte de grand débat au niveau national. Et ce grand débat au niveau national, on peut en penser ce qu'on veut. On peut dire que c'est très bien, qu'aucun pouvoir n'a jamais fait ça. Vous avez vu Macron, pendant des heures, discutant avec les maires ou discutant même avec des citoyens quand il s'invite à une réunion, ou le Premier ministre qui l'a fait. Bien sûr, on peut dire qu'il occupe toute la place, que les questions qui sont posées sont des questions un petit peu trop cadrées par le pouvoir. Mais enfin, ça n'empêche pas les gens de poser les questions qu'ils veulent. Et au fond, on a rarement vu ça dans les autres pays, c'est-à-dire ce type de débat. Bon, alors on ne sait pas à quoi il va aboutir, et peut-être que ça va échouer, peut-être que ça va donner quelque chose, personne n'en sait rien. Mais ce qui est intéressant, c'est de nous intéresser à ce sujet-là à propos de la question de la pensée critique. Parce que la pensée critique, vous l'avez déjà vu dès le début, mais vous allez le voir de plus en plus, ça suppose justement qu'on soit capable de critiquer les conceptions que l'on a du monde, de l'action, et surtout, en ce qui concerne la compréhension du monde, que l'on puisse se soumettre à la réalité et aux faits. Donc, penser critiquement dans la manière d'aborder le monde, c'est faire la différence entre les fantasmes sur la réalité et une représentation correcte de la réalité. Bien sûr, on le sait bien dans l'évolution de la science, les visions dites correctes aujourd'hui peuvent être modifiées ou invalidées demain, hein, ça bien sûr, vous le verrez avec les exemples de Copernic, Galilée, etc. Mais enfin, il y a une différence entre des faits, des réalités que l'on a essayé sérieusement d'établir et à partir desquels on réfléchit, et d'autre part, n'importe quel fantasme qui circule sur le monde, une rumeur, des mensonges. Et souvent des mensonges délibérés, ce qu'on appelle les fake news, c'est-à-dire de fausses informations diffusées comme si elles étaient vraies, et avec les réseaux sociaux et la puissance des réseaux sociaux, et parfois derrière des organisations comme la Russie de Poutine, tout ça, effectivement, fait en sorte que les gens ont tendance, s'ils n'exercent pas justement cette pensée critique, à confondre des faits correctement établis et des fake news, des rumeurs, des mensonges délibérément propagés pour créer la confusion ou pour arriver à tel ou tel résultat. Tout ce qu'on voit au moins, première chose, quel que soit l'avis que l'on a sur ce mouvement des Gilets jaunes, et je ne parle pas évidemment pour le moment des débordements, parce qu'il y a énormément de débordements, il y a des violences, il y a des propos de haine, etc. Enfin bon, c'est pas tout le mouvement, mais enfin ça existe effectivement. Mais rien que ça, donc cette idée que pour discuter, débattre, puisque le pouvoir a créé un grand débat, il faut exercer sa pensée critique, ça apparaît comme étant crucial aujourd'hui. Parce que si ce n'est pas ça qui se passe, si les gens confondent réalité et rumeur, ils ne seront pas capables d'agir sur la réalité, quel que soit leur but. Et en particulier, les fameux gilets jaunes, qui veulent des transformations dans la société, s'ils confondent leurs fantasmes avec la réalité, il va de soi qu'ils n'arriveront pas à agir sur cette réalité qu'ils n'atteindront pas. Donc, importance de la pensée critique. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce grand débat, on va s'apercevoir de quelque chose. Alors je reviens pour ça un moment à une phrase d'Aristote dans la politique. Aristote disait, au fond, la démocratie, c'est d'être tour à tour gouvernant et gouverné. Alors ça, c'est à l'époque grecque et c'est l'époque de la démocratie directe. C'est-à-dire, il n'y a pas de représentation au niveau du pouvoir législatif, pas de parlementaire, de députés. Les citoyens grecs, c'est pas tout le monde, les citoyens grecs, hein, les femmes étaient exclues, bien sûr, il y avait des esclaves, les étrangers étaient exclus. Mais enfin, les citoyens grecs venaient à l'Assemblée, ça se passait essentiellement à Athènes, qui était le modèle de la démocratie grecque,
et puis votaient directement. Donc c'est eux-mêmes qui faisaient les lois, si vous voulez. Donc il n'aurait pas eu le sentiment des Gilets jaunes aujourd'hui de dire bon, on élit pour 5 ans des représentants qui, pour finir, font de l'entre-soi et qui ne nous représentent pas véritablement. On n'a pas ce sentiment-là, bon, théoriquement. Hein. Et puis, évidemment, il y avait aussi l'exécutif, le pouvoir exécutif, le gouvernement, si vous voulez. Et ce pouvoir exécutif, ce gouvernement, c'était des gens qui, la plupart du temps, étaient tirés au sort pour que tous les citoyens aient une chance de participer au gouvernement. Évidemment, quand on tire au sort des citoyens pour exercer les tâches du gouvernement, on se dit, oui, mais qu'est-ce qui garantit qu'ils seront compétents, qu'ils connaîtront les choses? Ah, ça, évidemment, ça pose un problème. Les citoyens doivent apprendre. Comme au niveau judiciaire, dans un jury populaire, bon, mais le jury apprend et parfois prend des décisions en matière pénale, cour d'assises, qui sont de bonnes décisions et qui sont peut-être d'aussi bonnes décisions que celles qui auraient été prises par des juges professionnels, ceux qui s'y connaissent. Donc, l'exécutif était tiré au sort, mais certains quand même étaient élus, c'est-à-dire pour les tâches les plus dangereuses, enfin les plus importantes pour la cité, celles on dirait aujourd'hui ministre de la Défense, de la guerre, les stratèges on les appelait, ou les grands généraux, bon ben ceux-là, ils étaient choisis parmi les gens dont on estimait qu'ils étaient compétents, parce qu'il ne le fallait quand même pas, dans les grands dangers auxquels était confrontée la cité, parce qu'il y avait souvent des guerres, ben, il ne fallait pas confronter les gens à des situations qui étaient des situations extrêmement dangereuses, avec des gens incompétents commandant les armées. Bon, ça paraissait normal. Mais pour le reste, c'est intéressant cette idée d'Aristote, c'est que si on tirait au sort les membres du gouvernement, pour ceux qu'on tirait au sort, eh bien chacun avait dans sa vie une chance raisonnable de participer un jour au gouvernement. Et le reste du temps, ben, ils étaient gouvernés, hein, parce qu'on ne pouvait pas rester très longtemps non plus au gouvernement, hein, de façon à ce qu'il y ait une rotation. C'est important. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose d'impossible. Bon, il y a certains qui peut-être voudraient avoir une démocratie directe dans des pays avec des millions d'habitants, mais ça n'a aucun sens et des problèmes extrêmement complexes aujourd'hui, beaucoup plus complexes qu'à l'époque de la démocratie grecque. Et donc, quelque part, cette idée d'Aristote semble ne plus pouvoir être applicable. Et pourtant, elle a un intérêt. Parce qu'une des raisons pour lesquelles la démocratie, disait Aristote, c'est d'être tour à tour gouvernant et gouverné. Lui, il pensait évidemment dans le cadre de la démocratie directe et du tirage au sort des principaux membres de l'exécutif, et judiciaire aussi d'ailleurs. Une des raisons, c'était qu'au fond, ça permettait de prendre connaissance de quelque chose. Autrement dit, quand vous gouvernez, vous êtes gouvernant, vous êtes au pouvoir, et vous avez été gouverné, donc vous avez subi le pouvoir pendant longtemps, vous savez ce que c'est. Vous ne prenez pas à la légère des mesures qui risquent de peser énormément, de faire souffrir sur une partie de la population, parce que vous savez ce que c'est, parce que vous avez été gouverné pendant longtemps. Et inversement, comme vous gouvernez de temps en temps, vous n'êtes pas dans la position du gouverné qui dit toujours « yaka, yaka, yaka », il faut augmenter les dépenses de l'État, il faut diminuer les impôts, ce qui est un petit peu contradictoire, et on veut toujours plus, le gouvernement n'a qu'à le faire, il faut faire payer les riches, etc., toutes des choses comme ça. Bon, à un moment, quand vous avez exercé le pouvoir, vous savez aussi la difficulté de l'exercice du pouvoir. C'est vraiment pas facile d'exercer le pouvoir, surtout sur des millions de gens avec des revendications différentes, avec un contexte de compétition internationale, puisqu'on n'est pas tout seul. Enfin, tout ça, effectivement, est difficile. Et donc, quand vous avez exercé le pouvoir, vous avez tendance à être moins démagogue, c'est-à-dire à moins demander la lune. Inversement, quand vous avez été gouverné et que vous exercez le pouvoir, vous le faites de façon plus délicate, en sachant ce que c'est qu'être gouverné. Et parfois de subir des décisions du pouvoir, que le pouvoir, dans l'entre-soi, en France, de l'Élysée, prend sans bien comprendre, sans bien saisir, sans bien voir concrètement sur qui ça pèse. Donc vous voyez, c'est intéressant, dans la démocratie grecque, c'était intéressant cette tournante, si on veut. Et ici, bien sûr, il ne s'agit pas de tournante, mais il s'agit que des gens se rencontrent. Et vous allez avoir exactement le même problème. Vous allez avoir les gilets jaunes, ou les gens de la population, qui vont faire des débats avec les membres du gouvernement, ou les parlementaires, ou les élites de la nation. Hein, bon. Et quelque part, chacun peut apprendre de l'autre. C'est-à-dire que les gilets jaunes ou les membres de la population
bon, ben, seront moins démagogues s'ils apprennent effectivement la difficulté qu'il y a à gouverner quand même et à satisfaire des tas de revendications parfois contradictoires. Et inversement, ceux qui émettent des revendications, et inversement le pouvoir, lui, va pouvoir comprendre un petit peu quelles sont les souffrances et les difficultés réelles de la population, dont peut-être il ne se rendait pas compte dans la mesure où, là-haut, on prend des décisions globales en fonction des intérêts internationaux, etc., et qu'on oublie parfois la situation ordinaire, ces fameux oubliés, effectivement, sur qui tout ça pèse. Et il est essentiel d'avoir cette rencontre, parce que sinon, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir d'une part, les gens du pouvoir qui restent entre eux, on appelle les technocrates, et qui au fond connaissent pas le peuple et qui prennent effectivement des décisions qui peuvent être très douloureuses, en fait, qui n'ont jamais été à la rencontre du peuple. Et inversement, qu'est-ce que vous aurez ? Vous aurez le peuple ou cette partie du peuple que sont les gilets jaunes qui, via les réseaux sociaux, n'entendront jamais que des choses qui leur conviennent, et dans ce flux d'informations, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui mêlent des faits réels à des fantasmes, à des fake news. Vous savez que les Gilets jaunes écoutent beaucoup RT. RT, c'est Russia Today. Donc, la Russie aujourd'hui, la télé Poutine. Et il va de soi que la télé Poutine a intérêt, où qu'il soit, à fragiliser les démocraties occidentales. On l'a vu avec la campagne électorale américaine de 2016. Il y a une enquête là-dessus, comme vous le savez, du procureur Mueller aux États-Unis. Et bien, vraiment, à partir de ce moment-là, on se dit que si les Gilets jaunes ou cette partie du peuple restent entre eux, il n'y aura pas de discussion possible. Ils vont mêler le vrai, le faux, le vraisemblable, le fantasme, l'information manipulée, les fake news, etc., etc. Et inversement, je vous l'ai dit, si les gens du pouvoir restaient entre eux, il ne resterait que dans cette logique un petit peu technocratique qui ne tient pas compte des intérêts du peuple. Et donc, l'exercice de la pensée critique, c'est-à-dire devoir tenir compte de réalités, au fond, dont on n'a peut-être pas envie de tenir compte, ou dont on ne comprenait pas la complexité, ou qu'on n'envisageait que sous un certain angle, ou qui était noyé dans les fantasmes et les fake news, quelque part, ce type de discussion entre les gens du bas et les gens du haut, entre les gouvernés et les gouvernants, arrive peut-être au résultat que voulait Aristote, c'est-à-dire que les gouvernants sachent ce que c'est qu'être gouverné et que les gouvernés sachent ce que c'est qu'être gouvernant, que les gouvernants sachent la difficulté d'être gouvernés et que les gouvernés sachent une difficulté d'un autre ordre, bien entendu, qu'est la difficulté de gouverner les pays. Et ça, c'est la base de l'exercice de la pensée critique, parce qu'on sort de soi, on est obligé de lutter contre ses propres préjugés, contre le flot de fake news, et ça, c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup, je vous souhaite donc une bonne réflexion à ce sujet, et bien entendu, j'espère que nous aurons des débats féconds sur le forum à propos de ce sujet d'une actualité brûlante.